On a tous déjà fait l'exercice, hein. Ah oui, On ouvre un site immobilier, on entre un prix, un nombre de chambres, et puis on fait défiler les photos. c'est très mécanique. Exactement, une démarche très rationnelle. Mais les sources qu'on examine aujourd'hui, qui viennent des plateformes montréalaises Wiki-Résidence et iRésidence, elles semblent poser une question complètement différente. Oui, Et si on ne cherchait pas une maison, mais une vie? c'est exactement ça. L'idée, c'est de passer d'une simple transaction à une véritable adéquation avec un milieu de vie. Voilà, Et à première vue, ça ressemble à plein d'autres portails immobiliers, il y a des annonces, des cartes. bien sûr. Mais quand on creuse un peu dans leur page de présentation et surtout dans leurs documents de mise à jour pour 2026, on découvre une philosophie qui est assez radicale pour ce secteur. Alors la question, c'est de savoir si cette approche qu'ils appellent holistique, est-ce que c'est un vrai outil pour l'utilisateur ou est-ce que c'est juste un argument marketing très très bien ficelé? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Parfait. Alors pour comprendre cette approche, je pense qu'il faut commencer par regarder comment ils définissent leur public. Oui, tout à fait. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est leur page communauté. Ah, ça c'est révélateur, hein. Oui, je m'attendais au truc classique, genre une section acheteur, une section vendeur, Et ce n'est pas du tout ça, non. Leur vision est beaucoup plus large en fait. Ils ne segmentent pas par intention de transaction. mais plutôt par niveau d'engagement. Exactement. Au premier niveau, il y a les utilisateurs. C'est tout le monde, le grand public qui vient chercher de l'info. Et l'accès est 100% gratuit, sans abonnement. Ce qui est déjà un signal fort. Leur produit principal, ce n'est pas la vente. C'est l'information. Ensuite, on monte d'un cran. On a les collaborateurs. Et là, la liste est intéressante. Oui, on a les courtiers, les notaires, les inspecteurs. Le classique. Mais on trouve aussi des professionnels des médias. On sent qu'ils essayent vraiment d'agréger de l'expertise de partout. Absolument. Puis viennent les membres, qui peuvent se créer un portail personnalisé. Et enfin, la catégorie la plus ouverte, les participants. Et ça, c'est une invitation lancée à tout le monde, en fait. Oui, à quiconque veut partager ses passions, que ce soit le sport, la culture, la vie de famille, les animaux, pour enrichir la connaissance collective de la plateforme. Leur mission, c'est écrit noir sur blanc. C'est de développer et servir une communauté plus large que celle intéressée à transiger en immobilier. Ils construisent une audience bien avant de penser à un client. C'est une vision qui remonte à la création du projet en 2008 par les fondateurs Alain et Jean Giguère. C'est une stratégie de contenu à très très long terme. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne misent pas que sur l'humain. Ils annoncent l'arrivée d'une IA, un agent conversationnel nommé BIM. Oui, Qu'est-ce que ça peut changer, ça? c'est une excellente question. Dans un écosystème aussi riche en informations, on peut imaginer que BIM ne sera pas juste un chatbot pour répondre à combien coûte cette maison. Ça serait trop simple. Il pourrait agir comme un assistant de recherche personnalisé, tu vois. On pourrait lui dire « Je cours, j'ai un chien et je travaille près de McGill. Quel quartier tu me suggères ?» Ah oui? D'accord. Il faut bien structurer tout ça pour que ça ait un sens. Et c'est là qu'on arrive au cœur de leur système. Ils organisent l'information de deux manières qui se complètent. Les thématiques et les territoires. Et les thématiques, c'est vraiment la clé. Oui, ce ne sont pas de simples catégories. Non, c'est ce qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais au filtre classique, mais je suis tombé sur un dossier complet sur les animaux de compagnie. Voilà. Et on y parle des parcs à chiens, bien sûr. Mais aussi des règlements spécifiques à la cohabitation en condo, des services vétérinaires locaux. C'est un angle incroyablement spécifique et pratique. Exactement. C'est une façon de penser qui anticipe les vraies questions du quotidien. Ils ont des dossiers sur la vie au bord de l'eau, les parcs et pistes cyclables. J'ai vu aussi Montréal interculturel ou l'immobilier durable. En fait, leur approche me fait penser un peu à Spotify. Ah, comment ça? Spotify ne se contente pas de classer la musique par genre, rock ou pop. Il crée des listes de lecture basées sur l'humeur ou l'activité. Concentration, pour la course. D'accord, je vois. Wiki-Résidence fait la même chose, mais pour les modes de vie urbains. C'est une excellente analogie. Et selon leur document de mise à jour, c'est la fondation de leur grande nouveauté pour 2026, la section Territoire. Oui, l'idée c'est de cartographier la ville, non pas par municipalité, mais par zones de vie qui sont cohérentes. Que la plateforme nous amène à nous poser les bonnes questions avant même de regarder une annonce. Oui, c'est ça. Leur texte nous interroge. Préférez-vous un style de vie culturel ou sportif? Avez-vous des enfants scolarisés? On passe de la question combien de chambres à la question comment est-ce que je veux vivre ici? C'est un changement de paradigme complet. Alors, voyons comment ça se traduit concrètement. Prenons un de leurs territoires, le centre-ville de Montréal. D'accord. Déjà, la description donne le ton. Véritable cœur battant de la métropole, fusion dynamique entre les affaires, la culture et le savoir. C'est très évocateur.
Et ce qui est intéressant, c'est que la structure de la page est une application directe de leur philosophie. Prenons la section « Les avantages de vivre au centre-ville ». D'accord. Sur le point « Cadre de vie et nature », on pourrait s'attendre à une impasse. C'est le centre-ville, quoi. On s'attend à du béton. Exactement, mais non. Ils mettent en avant le square d'Orchester et surtout la proximité du parc du Mont-Royal. La grande oasis de verdure de la ville. Ils combattent l'idée préconçue que le centre-ville, c'est juste une jungle de béton. C'est vrai. Et sur l'accessibilité et le transport, c'est encore plus frappant. Ils qualifient le quartier de « carrefour absolu ». Et ils ne font pas que le dire, ils le démontrent. Oui, on a les lignes de métro vertes et oranges, la gare centrale avec Via Rail pour le reste du Canada, et surtout, le futur REM, Le réseau express métropolitain. qui va connecter le centre à l'aéroport aux banlieues. C'est un argument de poids pour un professionnel qui voyage, par exemple. Et chaque aspect de la vie est couvert avec ce niveau de détail. Pour l'éducation, ils ne disent pas juste « bonnes écoles ». Non, il cite les universités, McGill, Concordia, l'UQAM, Pour la santé, ils soulignent la présence du méga-hôpital du CHUM. le centre hospitalier de l'Université de Montréal. C'est un facteur de tranquillité d'esprit, c'est certain. Chaque affirmation est tangible. Oui. D'accord, mais service de proximité, ça c'est un peu le cliché de toutes les annonces immobilières, tout le monde dit ça. C'est une excellente remarque. Est-ce qu'ils vont vraiment plus loin que épicerie et café à proximité? Et c'est précisément là que leur approche se distingue. Dans leur section services clés, le niveau de granularité est impressionnant. C'est-à-dire? Ils ne disent pas supermarché. Ils listent des enseignes spécifiques avec leur vocation. Ah oui, Tu veux des produits méditerranéens? Va chez Adonis. Tu cherches des prix compétitifs? Le PA du Fort est une option. L'IGA du complexe des Jardins est là pour les courses plus traditionnelles. d'accord. Là, ça parle beaucoup plus. Ça permet de se projeter dans son propre quotidien, dans ses habitudes. Exactement. Et ça va même plus loin que ça, pour les propriétaires de chiens, j'ai vu. Oui. Ils ne disent pas juste « il y a des parcs ». Ils nomment le parc à chiens de Lucien Lallier ou le parc Rutherford sur le flanc de la montagne, Et ils ajoutent le petit détail qui fait toute la différence. qu'il offre une vue spectaculaire sur le centre-ville. Ce n'est plus une liste de services, c'est une invitation à vivre une expérience. Voilà, quand on met tout ça bout à bout, on réalise que leur travail n'est pas de lister des faits, mais de peindre un portrait. C'est presque un travail de journaliste ou d'anthropologue urbain. Ils transforment des données brutes en une histoire potentielle dans laquelle on peut se voir vivre. Et c'est cette transformation qui donne toute sa valeur à leur information. Donc ils construisent leur propre contenu de façon très détaillée, mais ils ne semblent pas vouloir garder l'utilisateur captif pour autant. Non, pas du tout. Leur page Ressources et liens, elle agit comme une sorte de portail vers d'autres sources d'autorité. C'est une démarche très intelligente pour bâtir la confiance. En dirigeant les gens vers des organismes officiels, ils ne se positionnent pas comme l'unique détenteur de la vérité. Ils renvoient vers l'OACIQ. L'organisme qui régit le courtage immobilier au Québec, oui, pour les questions de réglementation. Il renvoie aussi vers la Chambre des notaires ou le tribunal administratif du logement, le TAL. Ils se positionnent comme un guide fiable, en fait. Un guide qui sait où trouver l'info la plus juste, plutôt que de prétendre tout savoir. Et ils s'appuient aussi sur des données plus quantitatives, en renvoyant vers l'Observatoire du Grand Montréal. C'est un gage de rigueur. Absolument. Et ce qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est qu'ils ne regardent pas que le présent d'un quartier. Ils regardent vers le futur. Oui, la section districts est fondamentale pour comprendre leur vision à long terme. Ils ne décrivent pas un quartier tel qu'il est aujourd'hui, ils analysent sa trajectoire. Ils suivent les grands projets de développement qui vont redessiner la carte de Montréal. C'est ça. C'est fascinant. Ils parlent par exemple du projet Bridge Bonaventure qui veut transformer une ancienne zone industrielle en un nouveau quartier, Ou de la métamorphose de la place Versailles dans l'Est. qui va passer d'un centre commercial à un milieu de vie complet. Mais le plus colossal, c'est le secteur Namur-Hippodrome. Ah oui, avec une prévision de jusqu'à 20 000 nouveaux logements. Ce sont des transformations sur 10, 20, 25 ans. Exactement. Et en présentant ces projets, ils offrent une information d'une valeur inestimable. Ça permet de se projeter différemment. Bien sûr, une jeune famille pourrait être très intéressée par le potentiel à long terme de Namur Hippodrome, en se disant que c'est l'occasion d'acheter dans un quartier qui sera complètement transformé d'ici à ce que leurs enfants soient ados. Alors qu'un professionnel créatif pourrait être plus attiré par Bridge Bonaventure, en imaginant un quartier vibrant, connecté. Ils donnent les clés pour investir non seulement dans des briques, mais dans une vision du futur de la ville. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit? On a affaire à une plateforme qui déplace complètement le centre de gravité de la recherche. Oui, On ne part plus de la propriété pour en déduire un mode de vie,
On part du mode de vie désiré pour trouver le quartier et la propriété qui y correspondent. C'est ça qui est contre-intuitif. On pense que le big data immobilier, ça sert à optimiser les prix, à prédire les fluctuations du marché, mais ce que ces sources montrent, c'est que l'usage le plus puissant de ces données est peut-être qualitatif. C'est-à-dire, Cartographier ce qu'on pourrait appeler l'ADN ou l'âme d'un quartier. c'est donc bien plus qu'un simple outil de recherche. C'est presque un outil de citoyenneté, pour comprendre en profondeur le tissu social urbain d'un lieu. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cadre de l'immobilier en fait. Je vous écoute? Ces sources décrivent un modèle qui utilise les données et la participation de la communauté pour créer des cartes de style de vie. Alors que nos villes deviennent de plus en plus complexes, on peut se demander Oui. comment ce type de cartographie de l'identité profonde d'un quartier pourrait-il changer non seulement la façon dont on choisit un logement, mais aussi à une échelle beaucoup plus grande, la façon dont les urbanistes et les décideurs politiques conçoivent les villes de demain.